qui passe aujourd'hui le grand oral des GG. RMC, le grand oral des grandes gueules. C'est Nadine Morano, bonjour. Bonjour. Députée européenne, les Républicains, candidate à la primaire de la droite et du centre. Les sifflets hier à Nice contre Manuel Valls. Vous avez trouvé ça indigne ou justifié ? J'ai trouvé ça compréhensible. Voilà, c'est que la colère est tellement forte dans notre pays, la révolte. Vous vous rendez compte quand même qu'en 57 ans, nous avons connu 5 deuils nationaux. Et là, en moins de 2 ans, nous venons d'en vivre 3. Il faut comprendre que en France, au moment où on décapite un chef d'entreprise, qu'on tue des clients dans un supermarché, qu'on assassine une femme policière en pleine rue, qu'on assassine un couple de policiers chez eux, devant un enfant, qu'on tue des gens, qu'on les massacre sur les terrasses des cafés, et que maintenant, en pleine fête nationale, on vient tuer des compatriotes, des touristes dans un pays de liberté. Les Français, je vous le dire, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Et je pense que l'affichage du gouvernement qui, pour les Français, c'est logique, incarne la responsabilité et la sécurité qui leur est due. Donc, sont révoltés et en colère. Je le suis moi-même. Tout le monde l'est. Je veux dire, vous vous rendez compte, ce magnifique pays qu'est la France, dans lequel on a grandi, on a vécu, où tout le monde était quand même, en harmonie. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation d'angoisse où vous dites, mes enfants vont à tel spectacle, attention, ne va pas dans les lieux où il y a beaucoup de foule. Vous prenez le train, vous êtes obligé de vous retourner, de regarder ce qui vient de se passer en Allemagne et partout. On ne supporte plus. Il y a chez les Français de la révolte. Donc, je comprends ce qui s'est passé. On peut, évidemment, quand on est Premier ministre de la France, trouver ça choquant. Mais face à ces enfants qui sont morts, écrasés par un camion, vous voulez quoi, qu'on lui envoie des fleurs ? Non. Est-ce que Manuel Valls, pour autant, est responsable ? Si on reprend ce qui s'est passé à Nice, un homme qui s'est radicalisé très rapidement, qui n'était pas a priori lié directement à des réseaux terroristes, mais l'enquête ne fait que commencer. L'enquête le dira. Attendez Qu'est-ce qu'on a loupé ? Écoutez, ce qu'il faut bien comprendre, d'abord, on est en plus en train de vivre une vague migratoire sans précédent dans l'Union européenne, que je combats, que je dénonce, et on voit bien les modes opératoires de Daesh, qui est notre principal ennemi pour toutes les démocraties, qui sont connus, ces modes opératoires, et dont nous avons le devoir de nous protéger, de nous préserver. On savait très bien que le mode opératoire du camion dans une foule était déjà identifié. Donc, quand il y a des grands rassemblements tels que ceux-là, on a besoin de beaucoup plus sécuriser, comme l'ont d'ailleurs été les fan zones, qui étaient des espaces absolument fermés. Et je pense qu'on a baissé la garde après l'euro, et que les policiers sont épuisés. Et puis par ailleurs, on sait où recrute Daesh. Elle recrute, non pas d'ailleurs, vous voyez, parce que d'après le profil qui nous a été décrit de ce terroriste, c'est pas du tout un croyant. Non. C'est tout sauf un croyant. Donc on recrute chez les petits délinquants, les petites frappes. C'était quelqu'un de violent, qui avait une vie et qui n'aurait sexuelle débridée, c'est ce qu'a dit le procureur. Oui, mais c'est ça, ça vous démontre, et ça démontre à chacun d'entre nous à quel point, d'ailleurs, la religion musulmane est instrumentalisée pour détruire l'ensemble de nos démocraties, non pas par le fait de croire en un dieu ou en des préceptes. Ce sont des barbares, ce sont des obscurantistes. D'accord. Mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Parce que je vous ai entendu dire, il faut terroriser les terroristes. Alors c'est un hommage. C'est Pasqua. Un hommage à Charles Pasqua. Oui, parce qu'avant il y avait un ministre de l'Intérieur. Je dis ça pour les plus jeunes qui n'ont pas connu Charles Pasqua. Le RER, Saint-Michel, ça n'a rien empêché Charles Pasqua. Alors comment on terrorise les terroristes ? Parce que là aujourd'hui, par exemple, il y a le débat sur l'état d'urgence. Est-ce qu'il faut oui ou non prolonger l'état d'urgence selon vous ? Je pense qu'il faut prolonger l'état d'urgence, évidemment. Mais 3 mois, 6 mois. Ah, mais il faut y mettre les moyens. Vous voyez, ce qui me choque profondément, c'est que nous avons un problème avec l'islam et l'organisation de l'islam en France. C'est une réalité. C'est pas la peine de se voiler la face. C'est un problème. L'islam qui a été organisé par Nicolas Sarkozy en partie dans les années précédentes. Qui a commencé à organiser avec le Conseil du culte musulman. Ça a été un échec. Ça a été organisé. Ça n'est pas suffisant. On voit bien qu'il faut apporter des modifications. Mais surtout, ce que je
constate, c'est que pour avoir entendu François Hollande sur France 2 à l'émission Face aux citoyens, quand lui a été diffusée la vidéo de l'imam de Brest qui prêche pour la soumission de la femme sur le territoire français, qui explique aux enfants que la musique, c'est le diable. Et que, à cette question posée au chef de l'État, il répond, mais cette mosquée est fermée. C'est faux. Ça vous montre dans quel état de méconnaissance de ce qui se passe sur le territoire. Laxisme. Méconnaissance et laxisme. Défaillance. Regardez, moi, on avait reçu Hassan Chalgoumi, qui est l'imam de Drancy, qui nous disait: on sait exactement où se trouvent les mosquées salafistes. La DGSI en a répertorié 150. Le ministre de l'Intérieur, dans le communiqué qu'il a fait avec Manuel Valls, dit qu'ils en ont fermé 10. Je suis désolée, il doit y avoir dans notre pays une fermeté absolue. La fermeture de ces mosquées salafistes. Il faut également que soit interdit. Moi, j'ai proposé que dans chaque préfecture, il y ait une commission qui recense les imams dans chaque département, qu'on puisse savoir quels sont les imams qui sont autorisés à prêcher, s'ils prêchent en français ou ils prêchent. Nous avons besoin de sécuriser l'islam, d'ailleurs, pour les musulmans eux-mêmes, et l'islam pour tous les Français. Puisqu'on attendez, parce c'est très ambigu, parce qu'on a confié en grande partie nos mosquées à des pays étrangers qui les financent, des pays étrangers qui sont pour la plupart quand même pas des modèles de démocratie et d'égalité homme-femme. Donc il y a une grande ambiguïté au sommet de l'État. Et alors là, gauche et droite confondues. C'est-à-dire que quand on a décidé que l'Arabie Saoudite ou le Qatar, on a décidé que l'Arabie Saoudite ou le Qatar puissent financer des lieux de culte, des entreprises chez nous, etc. Et qu'ensuite derrière on se dit bah alors les imams salafistes, il faut les traquer. Oui, mais tout cela vient de cette même de ces pays-là. Cette idéologie au départ, c'est le wahhabisme, c'est bien l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas une ambiguïté au plus haut sommet de l'État. Et alors là, j'inclus aussi bien François Hollande que Nicolas Sarkozy et les anciens présidents. Alors, il faut savoir aussi, pour abonder d'ailleurs dans votre sens, c'est que s'agissant de la loi d'interdiction du port du voile intégral dans notre pays, qui n'est pas respectée, qui n'est absolument pas appliquée. D'ailleurs, moi, quand j'avais signalé au commissariat Gare de l'Est qu'il y avait une personne qui circulait, assez nerveuse d'ailleurs, avec un voile intégral, avec une valise à la main, c'est à peine si j'étais pas devenue une délinquante. Enfin, je veux dire, on est à front renversé en France, hein. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est punissable d'une contravention, donc d'une amende de 90 €, avec stage de citoyenneté qui évidemment n'est jamais fait. L'amende est financée, payée non pas par la personne redevable, mais par des associations financées par des fonds étrangers. Donc ça et rien, c'est pareil. Oui. Je demande, si vous me permettez de faire une proposition, je l'ai dit d'ailleurs au Conseil national, il faut absolument enrayer, supprimer le développement du voile intégral en France, qui est d'ailleurs une injure faite à l'égalité entre les hommes et les femmes chez nous, mais pire, aussi une insulte à toutes les femmes qui se battent dans le monde pour essayer d'avoir leur liberté. Je propose à ce que ça soit passé au niveau de délit en cas de récidive, avec suspension des droits sociaux et des droits civiques de ces personnes qui portent un voile intégral. Je n'en veux plus sur le territoire français. Nous devons arrêter d'être laxistes en la matière. Pourquoi ? Parce que le port du voile intégral est vraiment une publicité ambulante à l'islam radical. Une adulte qui décide d'elle-même de porter ce voile intégral. Mais monsieur, écoute, si vous êtes gentil, mais c'est contraire à la loi française. Donc c'est pas, même si c'est non, je le dis non. Moi, j'ai une question, alors Nadine Morano, pour revenir à Nice, vous êtes candidate à la primaire, est-ce que vous n'avez pas été heurtée, comme beaucoup de gens de droite assez modérés, par les propos d'Alain Juppé? C'est-à-dire qu'Alain Juppé, on ne l'attendait pas sur un sujet, on ne l'attendait pas aussi radical, peut-être même un peu à côté. Est-ce que vous n'êtes pas heurté au fond que Nice, à un moment donné, ait été instrumentalisé de façon politique? C'est l'accusation qu'on fait en tout cas et à Alain Juppé et à Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous, en tant que candidate à la primaire, vous avez trouvé que ça manquait un peu de hauteur? Je pense à Alain Juppé parce que Sarkozy, il est dans ses clous à lui, plutôt Alain Juppé.
Non, je vais vous dire, j'estime que nous sommes dans une démocratie, que chacun a le droit de s'exprimer. Il n'y a pas une période de deuil à respecter? Non, parce que moi, vous savez, déjà, dès Charlie Hebdo, j'étais évidemment, je m'inscrivais dans le deuil national parce que on est tous unis dans la peine et dans le chagrin, mais je ne m'inscris pas dans une union nationale avec des personnes au pouvoir contre lesquelles je combats la politique et je combats les insuffisances. Donc, non, dès le départ, je n'étais pas pour cette union nationale de façade qui est une manière pour le gouvernement de museler et d'éviter de poser des questions. Je vois simplement que ce terroriste qui avait été condamné à une peine de prison pour violence... Très petite, hein, c'est une petite condamnation. Attendez, 6 mois, excusez-moi. Oui. Il a été condamné, il avait un titre de séjour. Voilà quelqu'un qui a été condamné... Son titre de séjour ? Non, il faut l'expulser. Et ça, c'est sous la décision du juge. Bon, il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour avoir non pas lancé une palette, comme je l'ai entendu de la part du ministre de la Justice, mais qui s'est servi d'un morceau de bois, d'une palette avec un clou pour taper sur la tête de celui avec qui il est en altercation. Je le dis, en France, si on ne respecte pas les lois et dès lors qu'on bénéficie d'un titre de séjour, avec condamnation, expulsion. Il y en a marre de supporter ces gens qui se comportent mal. Non, c'est là aussi. Regardez la réalité. Je vous entends tous parler en boucle, fallait pas supprimer la double peine. La double peine existe. Donc, elle n'a pas été supprimée. La double peine, exactement, c'est à la liberté d'appréciation du juge. Et moi, je demande la plus grande sévérité de la part de nos juges envers ceux qui bénéficient d'un titre de séjour et qui ne respectent pas nos lois et qui sont condamnés. On n'a pas à subir ces gens-là chez nous. Donc, s'il avait été expulsé, la réalité, c'est vrai, c'est que l'attentat de Nice, par lui au moins, n'aurait pas été réalisé. Vous n'avez pas le sentiment que c'est le concert de Yaka Faucon depuis 3 jours de la part de Estrosi à Juppé en passant par Nicolas Sarkozy. Bruno Le Maire s'est distingué, j'ai trouvé, avec une attitude beaucoup plus sage. Mais chacun dit ce qu'il veut. C'est pas Yaka Faucon. Écoutez, moi j'ai fait des propositions précises. J'ai écrit un texte très précis sur ma page Facebook. Je l'ai diffusé à tous les adhérents des Républicains, à ceux qui adhèrent à mon parti politique, le Rassemblement pour le peuple de France, et ceux qui me soutiennent et qui m'ont parrainé. Je les en remercie. Écoutez, il faut arrêter de se taire. Moi, par exemple, je dis que il ne faut pas permettre l'ouverture de nouvelles mosquées tant qu'on n'a pas organisé l'islam en France. C'est précis. Pas les mosquées, lui, hein, non mais je fais des propositions et je le dis, c'est précis. Il faut à un moment, et pour protéger d'ailleurs même les musulmans qui sont sur notre territoire et qui nous envoient des messages et qui nous disent on en a ras-le-bol, mais renvoyez-les chez eux, parce que s'ils retournaient dans certains pays, je peux vous dire qu'ils seraient pas traités comme ils sont traités en France. Donc à un moment, ce qui est fou quand même, c'est que voilà des gens qui viennent dans des pays de liberté, de démocratie, où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent avoir l'école gratuite. Enfin, et voilà des gens qui viennent mettre à mal notre liberté et tenter d'assassiner la liberté. Et on ne peut plus laisser faire. Alors, je le dis. Moi, je vis en banlieue, j'y habite, et notre problème vis-à-vis des... Parce que moi, je sais pas ce que c'est qu'une mosquée. Je vois que des salles dans des souterrains, des caves et des parkings, qui sont des espèces de salles de prière qui sont construites un petit peu comme ça, et qui sont dénoncés depuis longtemps comme des lieux où il pouvait y avoir des propos salafistes qui sont tenus, mais depuis 10 ans. Et c'est vrai que rien n'a été fait. Je suis d'accord. Mais alors justement, ça va supposer une véritable considération d'une existence, un petit peu ce que je pense avait Sarkozy derrière la tête, c'est-à-dire que il existe en France un peu à l'opposition d'un rêve républicain, il existe quelque chose qui est de l'ordre communautaire, qui demande que soient reconnues pour de vrai les communautés. C'est pas normal que des gens aient des salles de prière dans des Donc il faut des vraies mosquées. Voilà, soit on contrôlées, accepte, parce que justement contrôler et pas de salles de prière dans les caves. Oui, mais ça veut dire que là, contrôler, ça veut dire connaître. On met les moyens pour que les gens puissent avoir des lieux de culte. Oui, dans ce cas-là, c'est pas des moyens privés, alors, des moyens étrangers, alors. Public ou privé. Les moyens publics, c'est pas possible avec la loi. Contrôler, parce que il faudra que l'imam, effectivement, soit formé en France, mais dans des lieux entièrement contrôlés. Mais ça va supposer qu'on construise des lieux. Or, ça, c'est complètement... Et qu'on s'immisce dans l'organisation d'une religion. On est dans cette espèce de paradoxe complexe. Alors, il faut savoir que en France,
dans les années 1970, il y avait 100 mosquées. Bon, on est monté à peu près 2500 mosquées sur le territoire. C'est vrai que on est aujourd'hui avec de plus en plus. J'ai fait aussi des propositions aussi s'agissant de la maîtrise de l'immigration et des quotas de migrants que je souhaite qu'on vote, qu'on définisse au Parlement français chaque année. Parce que j'entends souvent, vous savez, les gens de gauche nous dire il faut la diversité. Moi, je pense qu'il faut aussi donner de la diversité à la migration qu'on a chez nous, parce que aujourd'hui, la grande majorité de ceux qui viennent dans notre pays sont originaires des pays arabo-africains. Il y a beaucoup de gens de l'Est, il y a beaucoup de gens des pays de l'Est. Non, excusez-moi, non, prenez les chiffres officiels, prenez les chiffres officiels, les migrants qui viennent des pays arabo-musulmans sont beaucoup plus nombreux que ceux venant des pays de l'Est. On n'a pas beaucoup d'ailleurs de migrants venant des pays asiatiques, non plus du Canada et de l'Amérique. Il faut dire qu'on n'est pas très attractif. On n'est pas attractif pour eux. Mais c'est pas ça. Et pourquoi les autres viennent alors? Il faut donner de l'attractivité. Il faut aussi apporter de la diversité. Soit on fuit un pays en guerre où on fuit une maltraitance, soit on vient chercher aussi avec la... Non mais ça c'est pas, vous savez, si vous saviez, non mais si vous saviez aussi dans cette vague migratoire tous ceux qui arrivent et qui ne viennent pas que des pays en guerre. Ceci étant, comme vous le savez, j'ai pris position sur cette question puisque je suis allée dans les camps de réfugiés au Liban et en Jordanie. J'ai demandé l'intervention d'une grande coalition internationale. Là, il y en a des coalitions. Donc ça, on peut pas régler le problème. Des troupes françaises au sol. Mais ça, j'ai déjà répondu à cette question. Je vous l'ai déjà dit. J'y suis déjà venu. Je vous la repose parce que comme Le Drian indique qu'il fallait intensifier les frappes, je repose la question: est-ce qu'il faut des troupes françaises au sol en Irak et en Syrie contre Daesh? Quand il faut moi je suis pour qu'il y ait des troupes au sol. Mais quelles troupes? Quand je suis allée discuter avec les ministres jordaniens et libanais, et quand on a parlé de ce problème en Syrie où nous avons besoin d'une vraie et unique coalition internationale, notamment avec la Russie, d'en avoir deux et d'avoir hésité comme le fait François Hollande, il faut que tous ensemble on soit unis pour aller détruire l'État islamique, Daesh. Il faut y aller. Mais pas pour protéger Bachar el-Assad. Qu'est-ce que veulent? Non, c'est pas une question de protection de Bachar el-Assad. Je suis désolée. Dans la vie, vous savez, vous avez des priorités. La priorité, c'est d'abattre l'État islamique. Donc pour l'instant, Bachar el-Assad est là. Il faudra faire avec Bachar el-Assad. Mais quand vous me parlez de troupes au sol, qu'est-ce qu'ils réclament en termes de troupes au sol? Ils veulent pas des soldats qui aillent combattre. Ce qu'ils veulent, c'est de l'appui terrestre. C'est ça qu'ils veulent de la part de nos forces armées aussi. Des forces d'appui, les forces du train, des forces d'accompagnement pour être en appui des forces qui sont elles au sol et qui combattent. Bon, c'est surtout des moyens logistiques qu'ils nous réclament. Donc il faut absolument régler ce problème là-bas. Et je vous le dis encore une fois, où recrute Daesh? Elle recrute parmi la petite délinquance. Elle recrute dans les quartiers en déshérence où on laisse des zones de non-droit dans notre pays. À un moment, il va falloir y aller. Mais vraiment. Allez, dans un instant, Nadine Morano à question de Didier Giraud, Françoise Degois et Étienne Libig. À tout de suite sur RMC. RMC, jusqu'à 13h, les grandes gueules. RMC, le grand oral des grandes gueules. Avec aujourd'hui Nadine Morano face à Françoise Degois, Étienne Libig et Didier Giraud, l'agriculteur, qui voulait vous interpeller. Didier. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé des mosquées, enfin des lieux de radicalisation. Je vous ai pas écouté parler des prisons. Je pense qu'aujourd'hui, un des gros problèmes, c'est les prisons. Quel arsenal il faut mettre en place? Parce que moi, je connais quelques gardiens de prison qui disent, mais on n'est même plus capable de rentrer dans les quartiers, quoi. À un moment donné, à 1%, on laisse faire à l'intérieur de la cour ce qui doit se passer. On n'est plus capable d'aller chercher un portable, on n'est plus capable d'aller chercher de la drogue, des armes, et à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait dans les prisons? Parce que c'est un lieu de radicalisation, quoi.
Oui, enfin ça dépend pour qui, parce que quand vous voyez qu'on a mis une salle de sport à disposition de Monsieur Abdeslam, ça fait un peu, ça fait froid dans le dos au regard des impôts que payent nos concitoyens. Vous avez raison en ce qui concerne les prisons, mais dois-je vous rappeler que Madame Taubira a supprimé le plan de construction de places de prison. Elle l'a arrêté net. On sait très bien qu'on a besoin de places de prison supplémentaires. Il nous en faut 30 000 de plus. Donc voilà la politique laxiste qu'on a eu à avoir pendant 5 ans avec ce gouvernement socialiste qui, Madame Taubira, on le sait, c'est toujours dans la culture de l'excuse. On a enlevé des moyens. Aujourd'hui, nos ministères régaliens manquent de moyens. Mais quand vous dites les prisons, pardon, mais c'est partout. Les prisons, les rues, les magasins, quand je vous parlais du port du voile intégral, mais c'est dans les rues, sur les marchés, dans les supermarchés, où on n'ose même pas les sortir dehors, leur dire, mais attendez madame, vous ne respectez pas la loi française, vous ne pénétrez pas dans le magasin. Il faut que tout le monde s'y mette à faire respecter la loi. Il n'y a pas que les clients. Donc dans la rue, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Moi, ce que j'ai demandé aussi, c'est qu'on ait un IG20 consacré à l'Internet. Aujourd'hui, on sait très bien que pour combattre ce djihadisme mondial, on a besoin que toutes les nations s'unissent et ensemble. Oui, mais la guerre, elle se passera là. Monsieur Le Drian a été voir le patron de Google aux États-Unis, qui l'a reçu gentiment et qui lui a dit que ça ne changeait rien et que c'était pas à Monsieur Le Drian de dire ce qu'il y avait sur Google ou pas. Aujourd'hui, ces grands géants du net sont plus forts que nos ministres de la Défense. Je vous l'accorde. Pourquoi ? Parce que quand vous y allez, vous y allez, pardon de vous couper, quand vous y allez de manière dispersée, ça peut pas fonctionner. Quand vous prenez des résolutions des Nations Unies, l'Europe y aille en fait. Mais l'Europe. Mais moi j'ai vu, vous savez, quand j'étais en charge de la famille, j'avais évidemment lutté contre les réseaux pédopornographiques en demandant le blocage des sites pédopornographiques par les fournisseurs d'accès Internet. J'ai vu la difficulté. J'étais allé à Londres, j'étais allé en Norvège. Il faut être tous unis. Si on n'est pas unis, mais continuerons. On a besoin d'une armée sur Internet. Je vous le dis. Chacun à notre niveau. L'État français peut agir. On télécharge pas tout le monde sur une lettre. Ouais, non, mais non, bien sûr que non. Oui. Quand vous voyez, par exemple, la difficulté, la réalité d'Internet aujourd'hui, c'est que et je l'ai vu avec les sites pédopornographiques, c'est-à-dire qu'un site va s'ouvrir à un moment, et dès qu'il va être repéré, il va fermer, et 3 heures après, il va rouvrir sous un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est dans une difficulté telle que si on n'est pas, nous, ensemble, à mettre en place des dispositifs techniques et technologiques, et en obligeant aussi par le biais de la loi les fournisseurs d'accès à Internet et tout Google, Facebook et Twitter. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe aussi sur Twitter? Mais le contrôle, c'est abjectissime ce qu'on peut y lire, ce qu'on peut y voir comme image. Je veux dire, à un moment, si on laisse faire, alors que, vous voyez, par exemple, vous n'avez pas le droit d'insulter quelqu'un dans la rue. Non. Vous seriez condamné pénalement. Dans un média aussi, c'est très contrôlé. Dans un média aussi. En revanche, sur ces réseaux sociaux, tout est permis. Sur la base de l'anonymat, on vous menace, on vous insulte, on incite à la violence, on incite à la haine, et nous avons besoin de mener la guerre sur les systèmes virtuels qui incitent à la haine. Nadine Morano, il y a aussi dans tous ces problèmes celui des fiches S. On a appris, par exemple, nous avons appris ce matin que dernièrement, c'était d'ailleurs très récemment, c'est dans la nuit du 17 au 18 juillet, lors d'un contrôle après une infraction routière, on est tombé sur un homme de 23 ans à Sucy-en-Brie qui déclarait être chauffeur VTC. Il avait sur lui des papiers volés. On s'est aperçu qu'il faisait l'objet d'une fiche S. On a été perquisitionné chez lui à Boissy-Saint-Léger. On s'aperçoit qu'il a 2 détonateurs et 4 bâtons dynamite chez lui. Bon, il est fiche S. On tombe sur lui, tant mieux, mais un peu au hasard d'une infraction routière. Qu'est-ce qu'on fait avec ces fiches S? À votre avis, qu'est-ce qui vous viendrait tout de suite à l'esprit? La solution qui semble facile, c'est les mettre hors d'état de nuire, mais c'est pas si facile que ça, parce qu'il faut des lieux, il faut un cadre juridique. Et parce que dans les fichiers S, on un peu tout et n'importe quoi. Donc attention, dans les fichiers S, alors vous avez répondu ça tout de suite, moi j'aurais répondu d'abord qu'il faut renforcer évidemment la surveillance et faire parmi ces fichiers S, évidemment, le tri, une sélection. Renforcer la surveillance, c'est des hommes derrière, quoi.
Une vraie surveillance, c'est Marie-Gugus, quoi. Mais, quand j'écoute dire qu'il y a des milliers de fichiers S, comment on fait pour mettre Marie-Gugus derrière chaque fichier S? Il y a évidemment, comme vous le savez, les moyens humains. Il y a aussi tous les moyens technologiques. Hein. Donc ça, il faut évidemment les mettre en place. Alors, des centres de rétention. Les centres de rétention de sûreté, ça existe déjà dans la loi. C'est nous qui l'avions mis en place, ces centres de rétention. Bon, il faut que toutes ces personnes qui représentent une menace pour notre pays soient placées en centre de rétention de sûreté. Et à un moment, quand Nicolas Sarkozy dit ça sera eux ou nous, c'est une réalité. Notre devoir, c'est aussi un principe de précaution à protéger les citoyens français. Et c'est pour ça que quand je dis nous avons besoin aussi des représentants du culte musulman, je vais vous citer un exemple qui a été difficile à digérer. Quand j'étais toujours au gouvernement en charge de la famille, donc nous mettions en place cette loi d'interdiction du port du voile intégral. J'avais reçu monsieur Mohamed Moussaoui, qui était à cette époque président du Conseil du culte musulman. Je lui ai dit, nous avons besoin de vous pour dire et se mobiliser en disant, en France, le port du voile intégral est interdit et je demande à ce qu'il ne soit pas porté en France. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, c'est compliqué, vous savez, ça va stigmatiser les musulmans. Non, ça contribue à les stigmatiser, alors que ces personnes qui font ça ne sont pas des vrais croyants, ce sont des provocateurs de la République. Et je ne veux pas de provocateurs de la République dans mon pays. Vous savez, juste une phrase, je disais dans un discours que j'ai fait au Conseil national, je disais, je suis né 58 ans après l'adoption de la loi sur la laïcité en France. 58 ans. J'ai grandi dans un pays où nous faisions le sapin de Noël à l'école, on y mettait la crèche, tout le monde était heureux, on se demandait même pas de quelle religion étaient les uns ou les autres. C'était la culture et la tradition française qui s'est... attendez, la France, elle a changé, elle a ses racines chrétiennes, on veut les gommer. Attendez, pardon. Non mais je termine ma phrase, j'ai pas fini. Je disais que je suis né 58 ans après l'adoption de la loi sur la laïcité. Mes enfants sont nés en 1989, où a commencé le port du voile intégral et le bazar, disons-le. Mes petits-enfants sont nés en France, ici, dans un pays où on craint le terrorisme et où il y a le port du voile intégral dans les magasins où on circule. Eh bien, ce n'est pas la France, ce n'est pas la France que je veux, c'est pas la France que j'ai envie de transmettre à mes petits-enfants, je suis désolée. Voilà. Qui a demandé, parce que vous parlez de crèche, qui a demandé à ce qu'il n'y ait pas de crèche dans les écoles? Il n'y a pas une seule personne d'origine musulmane qui a demandé à ce qu'il n'y ait pas de crèche. Personne, c'était un truc totalement inventé. Il n'y a personne qui s'est dit. Et d'ailleurs, les crèches dans les mairies, c'est un faux débat. C'est un truc totalement inventé par Valeurs Actuelles. Il n'y a pas eu une seule demande qu'il n'y ait pas de crèche. Vous savez très bien. Et si vous pouvez me citer une seule personne, au contraire. Ce qui est fou, c'est que vous disiez ça. Bon, moi, j'ai beaucoup de respect pour vous, sauf que moi, je ne considère. Quand même. Si. Je respecte toutes les personnes, même si je partage pas vos opinions, mais je dis simplement que vous ne pouvez pas dire ça parce qu'il y a eu des demandes qui ont été faites dans les écoles, comme c'est fait d'ailleurs quand on arrive dans les hôpitaux. Des laïcards d'une part, parce que ça existe, vous avez raison de le signaler, des laïcards extrémistes aussi, donc qui ont fait cette demande, de la part aussi de certains musulmans extrémistes de la même manière. Qui revendiquent et qui demandent des menus spéciaux dans les écoles, qui ne veulent pas que leurs femmes se fassent soigner par un homme dans les hôpitaux, qui ne veulent pas. Ça n'a rien à voir avec la crèche. Pardon, ça fait partie des revendications de certains. Vous mettez tout en tout. C'est humain. Non, excusez-moi. Ça fait partie des revendications de certaines catégories et ça n'est pas acceptable, c'est tout. Les menus juste un point, vraiment un point de méthode, les menus de substitution existent dans l'armée française, l'armée de la République. Ça, c'est le respect qu'on peut juger être dû. La laïcité, c'est protéger ceux qui croient et ceux qui croient pas, mais ceux qui croient aussi. Donc, les menus de substitution, ils existent dans l'armée française depuis 50 ans. Et les juifs les réclament aussi. Une fois, je l'ai dit à votre antenne. Non, mais je l'ai dit à votre antenne une fois, mais c'était chez Bourdin, donc
juste en dessous. J'arrivais en taxi ici et il y avait un monsieur musulman qui était d'origine algérienne et qui me disait, vous savez, moi j'ai grandi en France, je suis allé à l'école en France, j'allais à la cantine et j'allais à la cantine, je mangeais ce qu'il y avait à la cantine et jamais on m'a posé la question si je voulais manger autre chose. Il m'a dit, pour mes enfants, au regard du nom qui est le mien, alors qu'en plus c'est pas un musulman pratiquant, attaché à tout ça. Il dit, au regard du nom de mes enfants, on m'a fait passer un mot en me demandant si on voulait. Mais ça n'existait pas avant. Tout le monde vivait correctement. Et lui, je vais vous dire, ça l'avait beaucoup choqué. Je crois qu'à un moment, il faut aussi comprendre que tous ceux qui sont intégrés dans notre pays doivent et d'ailleurs se conforment au mode de vie qu'est le nôtre, à notre culture et point. Bien sûr, mais c'est comme ça que ça se passe. Ça se passait comme ça. Je redis que dans l'armée, il y a ces musulmans. Personne ne va nier qu'il y a un resserrement identitaire. J'ai creusé la République. Personne ne va nier qu'il y a un resserrement identitaire. Moi, j'aime pas les carottes, quand il y en a à la cantine, j'en mangeais pas, puis voilà. Non, mais c'est pourquoi vous dites resserrement identitaire? C'est pas possible. Non, mais pourquoi vous dites resserrement? Je vous dis qu'on analyse sociologiquement, que ce soit chez les musulmans, les juifs ou d'autres, un resserrement identitaire parce que il y a un besoin de se ressentir. Bon, on l'a vu partout. Par exemple, la question des écoles privées qui permettent, quand on est d'une confession, d'aller dans une école privée où la question de la nourriture se pose pas puisque la cache-route est respectée de fait. Par exemple, dans les écoles juives qui sont un certain nombre en France et qui n'existent pas dans les il y a pas d'école, il y a très peu d'écoles musulmanes où il se poserait pas cette question. Et justement, ce resserrement identitaire, il est absolument regrettable. On peut le déplorer. Moi, je suis de la même génération que vous. Par rapport à je le déplore profondément. Mais maintenant, c'est un fait. Je le constate pragmatiquement. Il est là. Désolé. C'est pas la question. Non, mais bien sûr que si. Arrêtez de dire que la France a changé. Mais non. Pourquoi vous dites que la France a changé? Mais c'est pas vrai. La France n'a elle est pas différente des autres pays. La France est là et elle doit conserver ce qui est. Elle doit conserver ce qui est. Oui, mais il y a des revendications identitaires. Ce qui est ses fondamentaux, mais ces fondamentaux ont des principes. D'abord du respect de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est aujourd'hui bafoué sur le territoire français. Quand on vient en France, j'ai fait une autre proposition. Vous voyez, par exemple, tous ceux qui viennent demander asile en France, eh bien, ils doivent signer, avant même que soit instruite la demande d'asile, ils doivent signer une charte d'acceptation de nos valeurs. En France, il est interdit de faire l'excision. On respecte les femmes. On doit accepter qu'une femme soit soignée par un homme. Eh bien, aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent sur notre territoire et qui n'acceptent pas il faut nos les valeurs. Condamner. Voilà. Il y a on des les lois condamne pour ça. pas, on les renvoie pas. Et on les laisse venir sur notre territoire, se constituent des bidonvilles, se constitue la jungle de Calais, et on laisse comme ça, même annoncer à Paris la construction d'un centre de réfugiés. Et après, vous étonnez que les Anglais ils votent pour le Brexit? Quel spectacle on donne. Nadine Morano, on arrête simplement une dernière question d'autres plutôt politique, s'il vous plaît. Vous êtes candidate à la primaire de la droite et du centre. Vous en êtes où dans cette course au parrainage? Parce que pour être candidat, il faut avoir suffisamment de parrains. Donc, il faut que vous modifiez en disant que je suis candidate à la candidature, ce qui est le terme exact. Parce que pour être candidat sur la ligne de départ, il faut 2500 adhérents qui vous parrainent et à jour de cotisation. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont envoyé leur parrainage. J'attends d'ailleurs tous ceux qui veulent me parrainer, leur parrainage, qui peuvent me l'adresser sur ma boîte mail ou aller sur www.jeparrainemorano.com. Ils trouveront tout ce qu'il faut. Vous aurez suffisamment de parrains? Ensuite, ça c'est pour les adhérents. Ensuite, vous avez 230 élus locaux et je demande aux élus locaux. Alors évidemment, j'ai eu des élus locaux qui m'ont déjà envoyé leur parrainage. Là aussi, je les remercie. Je voudrais leur dire que cette primaire est vraiment l'occasion d'avoir un débat parce que au final, il y aura plus qu'un candidat. Donc c'est le moment d'avoir un débat sur des lignes politiques et d'avoir au moins d'avoir une femme aussi qui puisse représenter nos idées. Si on a toujours les mêmes, c'est-à-dire l'ancien président, les anciens premiers ministres, c'est ça qu'on va offrir aux Français comme possibilité, comme choix de débat? Je vous le dis, nous avons besoin d'avoir plusieurs candidats qui puissent être sur la ligne de départ pour que les Français s'y intéressent et puis choisir. En plus, après, il y a les parlementaires. Il en faut 20. Bon, je vous dirais que je suis arrivée à la moitié du chemin. Vous en avez 10. Donc, il me reste à convaincre des parlementaires. C'est un exercice
compliqué jusqu'à pour tout. la fin du mois d'août. Parce que vous savez, moi j'ai la ligne de départ, c'est comme si vous êtes en train de faire une compétition. Vous en avez qui ont les baskets dernier cri avec les chaussettes confortables, le masseur à côté, une bonne boisson énergisante. Et vous arrivez avec les crampons. Et vous arrivez pieds nus, avec un poids de 100 kilos, avec un poids de 100 kilos sur voilà. Et vous dites, je vais tenter de démarrer quand même sur la ligne de départ. Alors je voudrais, parce que c'est vrai que tout est biaisé, il faut le savoir quand même. Ah bon? Tout est biaisé franchement, tout est biaisé. Pourquoi? Parce que les candidats à la candidature, comme moi, alors, je vais pas vous dire que j'ai pas une partie du fichier. J'ai des éléments de fichier des adhérents, qui n'est pas. Vous n'êtes pas président des Républicains. Voilà, qui n'est pas à jour comme certains ont pu en bénéficier. Par exemple, Bruno Le Maire a été candidat à la présidence, de notre mouvement. Donc, comme François Fillon. Donc, pas comme François Fillon, pas cette fois-ci. Comme Hervé Mariton. Comme Hervé Mariton. Donc, ils ont pu bénéficier de l'accès au fichier. Ce que je n'ai pas. Donc, c'est vrai que pour contacter les adhérents et j'en profite pour les saluer tous ceux qui nous écoutent. Alors, c'est compliqué. En conclusion, vous serez candidate et si vous l'êtes pas dans le cadre des primaires, vous vous présentez directement à l'élection présidentielle ou pas? Écoutez, moi, le destin de Nadine Morano importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est le destin de la France. Et donc, moi, l'objectif prioritaire, c'est de sortir les socialistes du pouvoir et d'arriver à avoir, et ça sera tout l'enjeu de la primaire, c'est-à-dire d'arriver à faire aussi, parce qu'il y aura 2 tours, faut pas oublier. Et donc, il y aura aussi je ne vais pas dire des négociations, mais sur des points de programme où il faudra faire, il faudra trouver des aménagements sur le programme qu'il y aura à défendre. Donc, et que devra porter un candidat ou une candidate qui sera choisie. Mais si c'est encore les mêmes, je trouve ça un peu. Il faut du changement. Si vous voulez, c'est pas mobilisateur pour les électeurs. Nadine Morano, on va se quitter très rapidement avec le GG Tweet. Quelques mots sur des personnalités. Si je vous dis Bernard Cazeneuve. Un ministre de l'Intérieur qui passe bien à l'écran, qui parle bien, et s'il avait été salarié d'une entreprise, au regard de ses résultats, il aurait été mis dehors. Et donc, il est toujours ministre de l'Intérieur, c'est un constat. Emmanuel Macron, c'est du flanc total. Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron, voilà quelqu'un qui, pour dire la réalité, et c'est une opération pour moi totalement montée de la part de François Hollande pour torpiller Manuel Valls et pour tenter de capter des électeurs du centre droit. Voilà. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, président de ma famille politique. Président et candidat évidemment, enfin franchement. D'accord. Enfin, c'est président et candidat à l'élection présidentielle, qui a été un grand président, j'ai toujours dit, qui fait quelques erreurs, notamment en ce qui me concerne. Mais pour moi, l'avenir de la France est plus important que le reste. Et puis un dernier nom, François Hollande. Non. Nadine Morano était face aux grandes gueules dans le Grand Oral. Dans un instant, les GG et vous. Éric Brunet, bonjour. Salut les amis, on va traverser l'Atlantique tout à l'heure dans Carrément Brunet à partir de 13h05. Les primaires des Républicains et on va parler de Donald Trump avec des Trumpistes, des spécialistes de Trump. Et pour moi quand même, je dois dire que je reviens de loin et je pense que finalement ce Trump que tout le monde moquait en France et aux États-Unis aussi d'ailleurs, a plutôt été assez malin. Et je pense même que sa stratégie assez pragmatique de la provocation a payé. On s'est bien moqué de lui et pourtant ça a marché. Donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé avec Trump. Voilà. Trump à la une du Carrément Brunet à partir de 13h sur RMC. Dans un instant, les GG vous au 32-16. Franck et François-Xavier sont déjà là. RMC, Olivier Truchot, les grandes gueules. Les grandes gueules, c'est jusqu'à 13h sur RMC et c'est l'heure des GG vous. Allô? Non, rien. Allez, hop, ça c'est fait. Tu nous dis que tu regrettes, autrement je vais te le faire regretter. Étienne Lébic, Didier Giraud, Françoise Degois sont avec moi depuis 10h ce matin et Franck nous a appelé au 32-16. Bonjour Franck. Ouais, bonjour les GG. Vous vouliez interpeller Didier, on va réécouter Didier puis ensuite je vous laisse dialoguer avec lui. Je souscris assez à cette thèse comme quoi les gens, enfin ceux qui font ça, veulent se starifier. On est dans la culture de l'image. Personne n'oubliera jamais la tête des frères Kouachi. Enfin, tu vois, ces photos, on les a vues et on les a gardées. Et si tu es en train de te radicaliser, je pense que ça peut devenir un élément déterminant pour te faire passer à l'acte. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une forme d'autocensure collective.
Voilà, ne pas montrer le visage des terroristes. Franck. Oui, bonjour. Monsieur, donc c'est bien monsieur Didier Giraud, hein. C'est ça. Avec qui, voilà. Alors monsieur Didier Giraud, d'abord bonjour évidemment, hein. Bonjour à tous les GG. Voilà. Pourquoi nous devrions ne pas montrer le visage de ces gens qui font du mal à tout notre pays, à toute la population? Pourquoi? Expliquez-moi un peu plus, parce que le fait de dire ils sont starifiés comme vous dites, mais ils n'ont pas besoin de nous, ils n'ont pas besoin des médias, ils n'ont pas besoin. Je pense que si. Contrairement à ce que vous prétendez, je pense que si. Je pense que c'est pour eux un moteur, quoi. Et que reprenez la vie de ces gens qui sont passés à l'acte. C'est des gens qui avaient besoin d'expier quelque chose, qui voulaient sortir de l'anonymat, hein. Et qui voulaient être reconnus. Sachez bien que si on les mettait pas en avant, ils auraient de quoi eux-mêmes se mettre en avant. Ils le feraient autrement, peut-être à moindre grandeur, peut-être, mais ils le feraient tout de même. Oui, nous, mais on a besoin de savoir. On a besoin de savoir. Il faut un petit peu. On a besoin que ces gens-là, ils soient montrés du doigt. Ils ont quand même, malheureusement, comment dire, j'aimerais tellement parler autrement, mais on a besoin de montrer un petit peu leurs convictions, de montrer leur culture, ce qui les amène à faire ça. Je veux dire, à un moment donné, on peut être que, on est même spectateur de tout ça. Je veux dire, on voudrait tellement l'inverse, on souhaiterait tellement l'inverse, mais non, il faut que tout le monde le sache. Il faut qu'on comprenne, il faut que tous ces gens-là, on sache qui c'est. Et puis ce serait Jean-François Pierre ou Philippe, ce serait pareil. Hein. On doit annoncer le nom des gens, montrer leur visage, se rendre compte. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? On cache le nom des gens, on cache le nom des victimes. J'ai pas dit ça, moi, Franck. Qu'est-ce qu'on doit faire? Franck, j'ai pas dit ça. Si vous me permettez de vous répondre, Franck. Alors, attendez. J'ai pas dit ça, moi. J'ai parlé de l'image. Le fait d'avoir l'image, on l'a vu, les frères Kouachi, Koulibaly se sont mis en scène eux-mêmes. Et je pense qu'ils cherchent à avoir leur image qui marque les esprits et qui leur survit. Et je pense que ça, c'est pas une bonne chose. Et ça peut être un moteur de passer à l'acte pour des gens qui sont en train de... attractif, ouais. Voilà, Didier. Voilà, Franck. Bon, on n'arrivera pas à vous mettre d'accord. Franck, merci d'avoir interpellé Didier. Je vous souhaite une bonne journée. Merci vous aussi. À très bientôt dans le Vaucluse. Franck le commercial, et puis François Xavier est avec nous. Bonjour. Bonjour, salut. François Xavier, directeur commercial dans l'Hérault. Vous vouliez interpeller Françoise. On va réécouter très rapidement Françoise. On peut pas dire n'importe quoi, pardonnez-moi. Même moi, parfois, il m'arrive de dire n'importe quoi. Il n'y a pas eu d'attentat à Copenhague. On n'a pas visé l'ambassadeur de France. Il n'y a pas eu d'attentat à Copenhague. Juste, je vous demande. Vous savez très bien qu'il y en a eu un 15 jours après Charlie. Donc on peut pas passer notre vie à dire ailleurs c'est super et en France on est des gros nuls. Moi je suis pas d'accord. François Xavier, je vous laisse avec Françoise, il reste peu de temps. Alors faites court et puis Françoise vous répondra aussi de façon assez concise. Bonjour Françoise. Coucou, bonjour. C'était pas tout à fait sur ce passage-là, mais je suis pas adepte du French bashing ou de n'importe quel autre bashing. C'est surtout sur le fait, comme vous avez interpellé l'auditeur qui essayait de dire qu'il comprenait les sifflements et dire qu'on pouvait pas dire que le gouvernement n'avait rien fait. Depuis les attentats. Moi, ce que je constate, c'est que le gouvernement précédent a supprimé 12 000 postes de policiers et de gendarmes, la double peine, a créé le CFCM et a des amitiés avec l'UOIF. Que ce gouvernement actuel, il y a quand même eu 3 attentats, 250 morts. Les précédents étaient des fichiers S pour radicalisation. Sauf que les fichiers S pour radicalisation aujourd'hui, sur principe de précaution, n'ont pas tous été perquisitionnés et on a encore eu la preuve d'un par chance qui a été contrôlé pour un contrôle de papier, les salles salafistes de prière qui n'ont pas été fermées, les imams étrangers qui prêchent la haine lors de leur prêche sont toujours sur notre sol, les caves des cités sont toujours pleines d'armes, le dernier terroriste a été condamné en mars 2016 pour agression avec arme, il était avec un permis de séjour pas français, il n'a pas été expulsé et il a fait 84 morts. Monsieur Valls se déplace à Nice
plus de policiers que pour le 14 juillet, les rues adjacentes bloquées, ce qui n'était pas le cas et ce qui a permis aux camions de s'introduire sur la promenade des Anglais. Et M. Valls qui dit qu'il va falloir nous habituer à vivre avec le terrorisme. Non, mais François-Xavier, votre réquisitoire... défendre le gouvernement actuel, Madame de Bois. Françoise vous répond. Non, je répondais, j'ai moi-même dit que je comprenais absolument les sifflets. Je pense que la réaction de Manuel Valls, d'ailleurs il a corrigé un peu ce matin, dire c'est indigne, c'est pas une bonne réaction. Mais je répondais en disant rien n'a pas été fait. Enfin, pardonnez-moi, j'arrive pas tout à fait à faire la phrase. On n'a pas rien fait. Voilà. Depuis, mais on n'a pas tout fait non plus. Mais on n'a pas tout fait. C'est ça que je veux dire. Mais j'entends votre réquisitoire. Voilà. On n'a pas rien fait, mais on n'a pas tout fait. Voilà, François-Xavier, vous êtes d'accord? On va pas y revenir. Vous aviez quelques secondes, Françoise aussi. Merci, François-Xavier. Mais le réquisitoire était là. On l'a bien entendu, François-Xavier. Merci d'avoir appelé au 32-16. Merci. Et puis, dès demain, 10h pour les grandes gueules. Dans un instant, Éric Brunet. RMC. Les grandes gueules s'écoutent aussi en podcast et sur rmc.fr.